Souvent, on me pose la question, mais les 11 frontières, mais comment nous arrivons à 11? Alors, nous avons la frontière aérienne qui est au-dessus de nous. Nous avons un territoire au-dessus de nos têtes, mais puisque nous n'habitons pas en haut, nous n'avons pas conscience que nous avons un territoire aérien et nous avons des frontières. Enfin, nous avons ce que j'appelle le territoire bleu de la RDC. C'est la deuxième carte. Voilà. Ça, c'est le territoire bleu, mais que je représente ici qui est jaune. Cette bande de l'espace maritime qui part de Mwanda, de Sianfumu et ronge au fond sur l'océan Atlantique. C'est à peu près 680 km, qui est limité au nord par l'Angola et au sud également par l'Angola. Nous avons une loi qui a été votée par notre Parlement en 2009 et qui délimite cet espace maritime. Nous avons des divergences avec l'Angola sur cette délimitation, avec la zone économique exclusive et le plateau continental avec des problèmes de pétrole. Bon, mais ça, c'est une question qu'on ne pourra pas aborder ici, mais nous avons délimité, on a quelques divergences, peut-être que les deux gouvernements auront l'occasion de résoudre ce problème. Voilà, grosso modo, les frontières de la RDC. Maintenant, toujours en allant dans le sens opposé à l'horloge, sur cette frontière avec l'Angola, c'est bon. On n'a pas de gros problèmes de divergence, sauf dans l'océan Atlantique, où nous avons un problème géopolitique, géostratégique et géoéconomique très important, de divergence, qu'il faut résoudre. Alors là, après l'Angola, nous avons la Zambie, qui est là. Ça, c'est la botte, ce qu'on appelait la botte du Katanga, ou le talon du Katanga. C'est une zone qui est très minéralisée. Il y a des richesses minières que nous avons dans notre pays, le cobalt, le cuivre, etc., sont concentrées dans cette partie ici. Il y a eu des batailles géopolitiques, géoéconomiques, surtout vers Kipushi, Sakanya, entre les Belges et les Anglais, pour déterminer la frontière là-bas. Bon, la frontière est bien tracée, délimitée, il n'y a pas de gros problèmes là-bas, mais sauf dans la partie, vous voyez bien, entre le lac Tanganyika et le lac Mouero, à peu près 205 km, cette frontière n'était pas... il y avait des divergences sur la délimitation depuis le 19e siècle. Finalement, on a réglé le problème entre Mobutu et Kaunda en 1989, mais le gros problème qui était resté sur le terrain, c'était la démarcation, parce qu'il n'y avait pas de bornes posées sur le sol pour faire la démarcation. C'est pour cela qu'il y avait toujours des conflits, des bagarres. Et vous avez vu en 2020, il y avait encore un problème là-bas, où les troupes zambiennes traversaient la frontière, etc. On était sur le point d'entrer en guerre entre les deux pays. Heureusement, quand le président Tshisekedi est arrivé au pouvoir, ils ont voulu maintenant régler ce problème. On a commencé le travail de pose des bornes, parce que les bornes sont déjà posées sur une grande partie. C'est 205 km. On est autour de 180 km. On a posé déjà des bornes. Il reste un petit problème de soucis dans la zone qui est tout près du lac Tanganyika, parce qu'il y a quelques problèmes pour déterminer par où passe effectivement la frontière. J'espère que les deux gouvernements vont régler ce problème. Alors, la Tanzanie, pas de problème sur le lac Tanganyika. Sauf qu'il faut mettre les bouées de signalisation, parce que la frontière, c'est le milieu du lac, hein, c'est la ligne médiane du lac Tanganyika qui constitue la frontière. C'est 498 km, mais il faut visualiser la frontière sur le lac, mais là, on ne peut pas poser des bornes, vous comprenez bien. Là, ce sont des bouées qu'il faut poser. Maintenant, il faut régler ce problème. Avec le Burundi, là nous sommes déjà sur la frontière orientale. Sur le Burundi, cette frontière avec le Burundi a été fixée déjà en 1910, le 14 mai 1910, à Bruxelles, par un accord qui a été confirmé par une convention du 11 août 1910. Donc cette frontière a été bien tracée et confirmée. Mais nous avons un problème de divergence. Vous voyez, au nord du lac Tanganyika, il y a un triangle là, donc en jaune, c'est le delta de la rivière Ruzizi.
Ruzizi vient de la zone de Bukavu. Vous voyez, c'est la Ruzizi qui descend, qui se jette dans le lac Tanganyika. Mais à 10 km du lac Tanganyika, la Ruzizi se divise en deux branches. Bon. Et au milieu de ces deux branches, la grande Ruzizi et la petite Ruzizi, il y a un territoire, donc un delta. Le problème que nous avons avec le Burundi, c'est à qui appartient ce triangle-là. Bon. Où se trouve la frontière? C'est la petite Ruzizi, là où vous avez le poste douanier actuel, je dis, ou bien c'est sur la branche orientale, la grande Ruzizi. Il y a des divergences. Dans le livre dont le ministre a parlé, il y a des échanges de lettres, parce que les gens ont raconté à un moment donné que Mobutu avait déjà donné ce territoire au Burundi. C'est faux et archi-faux. Vous trouverez des lettres, des échanges, des correspondances entre Mobutu avec le président Bagaza et jusqu'en 1988, d'autres correspondances avec le président Buyoya, où le maréchal Mobutu revendique ce territoire. Bon, les deux gouvernements sont en contact, il y a des commissions, dans le cadre de la commission permanente de frontières de notre pays, et ils discutent pour essayer de résoudre ce problème. Je pense qu'avec la sagesse, on pourra trouver un jour une solution. Maintenant, en remontant, nous arrivons sur le lac Kivu, et là, nous avons un voisin, c'est le Rwanda, et là, nous avons quelques problèmes avec le Rwanda, l'actualité. Vous, les hommes et les femmes de médias, vous connaissez ce problème. Et là, nous avons des difficultés qu'il faut essayer de résoudre. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est de savoir comment on a réglé d'abord cette frontière avec le Rwanda. Vous avez là la frontière orientale, toute la frontière depuis le lac Tanganyika jusqu'au niveau du lac Albert et un peu plus au-dessus. Dans les faits, pour parler du problème du Rwanda, qu'est-ce qui s'est passé au XIXe siècle? Au XIXe siècle, c'était la conquête coloniale. C'était la géopolitique de l'époque ou la mondialisation de l'époque, au XIXe siècle, c'était la conquête des territoires, des terres en Afrique. Les grandes puissances de l'époque, 14 pays, se sont réunis à Berlin pour résoudre 3 problèmes. L'ordre du jour de la conférence de Berlin, c'est Bismarck l'a énoncé d'ailleurs. Nous partons à Berlin, c'est pour régler 3 problèmes. Le premier, c'est la liberté du commerce dans le bassin du fleuve Congo. Deuxième problème, c'est la liberté de navigation, de circulation, toujours dans le bassin, sur le fleuve Congo et sur le fleuve Niger. Et le troisième problème, c'est les règles à mettre en place pour l'occupation des nouvelles terres en Afrique. Ils se sont réunis à Berlin pendant 3 mois. Et les résultats de leurs discussions pendant 3 mois ont été coulés dans un traité international qu'on appelle Acte général de la conférence de Berlin. C'est un traité. Alors, je voudrais ici déjà relever un mythe ou une idée reçue qui est fausse, idée reçue fausse. On affirme souvent que c'est à Berlin qu'on a partagé l'Afrique, que les frontières, par exemple nos frontières avec les pays voisins, ont été fixées à Berlin. C'est faux et archi-faux. Les frontières de la RDC, n'ont pas été fixées à Berlin. À l'époque, personne ne connaissait l'Afrique à Berlin. D'ailleurs, avant d'aller à Berlin, la France avait dit à l'Allemagne, à l'Angleterre, messieurs, nous allons à Berlin, ce n'est pas pour aller discuter des frontières, pour aller nous partager des terres là-bas. Nous allons à Berlin pour autre chose. Mais ce n'est qu'après, les questions des frontières, nous allons les régler sur le plan bilatéral. Parce que j'avais appris, ce que vous avez apprécié dans le pays voisin, je crois que c'est au Rwanda, on disait, bon, il faut convoquer la conférence de Berlin 2 pour revoir les frontières. Berlin, pas question, le traité conclu à Berlin, c'est 38 articles, il se trouve dans l'ouvrage. Aucun de ces articles ne parle du partage, ne parle des frontières entre les pays africains. Donc c'est faux et archi-faux. Ça, c'était un problème qu'il fallait résoudre. Le deuxième problème, c'est savoir la frontière avec le Rwanda. Comment on a traité ce problème? D'abord, dans les faits. Les faits, c'est que, vous voyez
le lac Tanganyika, on remonte au-dessus. L'Allemagne se trouve à l'est, l'Afrique allemande, par là. Et à gauche, la partie jaune, ça, c'est l'État indépendant du Congo avec Léopold II. Il fallait qu'on mette la frontière entre les deux. À Berlin, on a demandé à Léopold II en disant « mais on vous donne un vaste territoire, vous n'y avez jamais mis pied, il n'y a pas de Belges là-bas, etc. » Mais il faut que ce territoire, cet État, dont vous serez le chef, il faut que cet État ait des frontières. Il faut créer un État, un gouvernement qui doit administrer ce territoire. C'était le bassin conventionnel, il faut qu'il y ait un État. Et Léopold II, le 1er août 1885, dans son bureau, il est seul, il trace les frontières de l'État indépendant du Congo qu'il venait de créer au mois de mai 1885. Il crée, il trace les frontières, et il communique à tous les autres États, y compris à l'Allemagne. Tout le monde ne réagit pas. Donc, ils acceptent. Il dit mot consent. C'est l'acquiescement. 9 ans plus tard, Léopold II revient, il met à jour ces mêmes frontières de son territoire. Il communique encore aux 14 pays qui étaient à Berlin. Aucune réaction. Nous sommes en 1894. Bon, mais un problème se pose après. À Berlin, par exemple, personne ne connaissait l'existence d'un royaume, le royaume du Rwanda. Personne. Aucun Européen n'avait visité le royaume du Rwanda. Personne ne connaissait. Donc c'est 10 ans après, en 1894, qu'un militaire, un soldat, un major allemand remonte le nord, il part de Bujumbura, il arrive au Rwanda, il arrive dans la capitale Nyanza, il rencontre le roi Rwabugiri qui était là, quand il est arrivé en 1894. Il rentre en Europe, il fait les rapports, et c'est lui qui annonce qu'il y a un royaume, le royaume du Rwanda, avec un roi bien structuré, et qui est là. Les Allemands, première fois, 10 ans après. C'est pour vous dire encore que sa frontière avec le Rwanda n'était pas fixée à Berlin parce qu'on ne connaissait pas Berlin. Maintenant, vous voyez bien cette ligne, la ligne qui est là, rouge, hein, cette ligne ici, qui part du lac Tanganyika au nord et qui arrive là. Cette ligne est tracée par Léopold II lui-même dans son bureau, qui part du sud, nord du lac Tanganyika, et qui arrive là où il s'achève là, c'est au sommet du mont Sabinyo, dans la zone, dans la région de Bunagana. Cette frontière s'arrête là. Et c'est à cet endroit où il y a 3 frontières qui se rejoignent. La frontière avec l'Ouganda, frontière avec le Rwanda et frontière avec le Tswana. C'est le point triple frontalier, comme on le dit en langage technique. C'est là, vers Bunagana. En 1896, l'Allemagne se réveille. Le gouvernement allemand dit à Léopold II, Sa Majesté, votre ligne là, votre frontière là, que vous avez tracée sur papier chez vous, vous seul, et qui sépare l'Afrique orientale allemande, les territoires allemands, et l'État indépendant du Congo, c'est une frontière, une ligne imaginaire, et cette ligne coupe le royaume du Rwanda en 2 parties, et passe même par la capitale Nyanza. C'est difficile à repérer sur le terrain. Nous ne sommes pas d'accord. Nous sommes en 1896. Le débat s'engage entre le roi Léopold II et les Allemands. Pour savoir, mais est-ce que cette frontière entre les 2 possessions, ça va passer par où? Pour l'Allemagne, la frontière doit passer par ici, suivre la rivière Ruzizi, et arriver dans le lac Kivu et se terminer au niveau de Goma. Léopold II dit non, pas question. Bon. Jusqu'à sa mort, le problème n'était pas résolu. Le problème sera résolu en 1910. 3 pays se réunissent à Bruxelles depuis le 8 février 1910 jusqu'au 14 mai 1910. L'Angleterre, l'Allemagne, la Belgique, pour régler la question de cette frontière orientale. Et entre l'Allemagne et la Belgique, nous sommes en 1910, Léopold II avait déjà vendu le Congo à la Belgique,
Quand on vous dit cession, c'est un euphémisme, c'était une vente. Nous avons mené des recherches, nous connaissons même le prix qui était encaissé par Léopold II. Donc, après avoir vendu, il a quitté, la Belgique a récupéré le territoire et on discute à Bruxelles. Les discussions s'engagent. À la fin, le 14 mai, on se met d'accord sur cette frontière entre la frontière actuelle. Il s'agit de la frontière actuelle. On dit, voilà, on va partir du sud du lac Kivu, on va tracer une ligne médiane sur le lac Kivu. À l'ouest de cette ligne, c'est la RDC, donc le Congo belge, et à l'est, c'est l'Afrique orientale allemande, donc le Rwanda. Et là où, c'est bien la carte, vous voyez la ligne rouge là, donc on décide finalement, la thèse allemande triomphe, la Belgique comprend que l'Allemagne a raison, on déplace cette ligne, on la ramène sur la Ruzizi, parce que suivant cette ligne, tout le lac Kivu était au Congo, Ruzizi était au Congo, etc. Maintenant, on ramène cette ligne ici, la frontière actuelle, et arrivé au nord du lac Kivu, la bataille était de savoir, mais au nord du lac Kivu, mais cette ligne va chuter à quel niveau? C'était une bataille aussi, géopolitique. Vous aurez des détails dans le livre, vous allez en parler si ça vous intéresse. Est-ce que cette ligne doit aller du côté de l'ouest ou on doit mettre le point de chute là, à l'est, à l'endroit où ça se trouve aujourd'hui? La grande barrière, hein, vous voyez la grande barrière de Goma, il y a la borne frontière BF1, vous allez voir. Bon, on se met d'accord et on dit, bon, à partir du nord du lac Kivu, à la grande barrière, là où il y a la borne numéro 1, on va faire une ligne oblique qui va suivre les volcans. Suivre les volcans. Là, nous sommes sur la frontière terrestre, 60 km. Il y a 8 volcans là-bas, vous avez Gahinga, Nyamulagira, Karisimbi, Muhavura, Nirangongo, Visoke, et vous avez Sabinho au bout là-bas. Et on décide que cette frontière va suivre la ligne de crête, c'est-à-dire les sommets. C'est une frontière que les techniciens appellent la frontière orographique, parce qu'on prend les sommets des collines et la frontière passe par les sommets des collines. Bon. C'est réglé au mois d'août 1910. Maintenant, il faut envoyer les techniciens sur le terrain, qui doivent aller poser les bornes sur le terrain pour visualiser. Et donc, vous voyez ça. Merci bien pour la carte. Donc, pour aller mettre les bornes. Donc, c'est la frontière terrestre, c'est ce qu'on appelle la frontière de la ligne des volcans. C'est là où il y a des croix là-bas. C'est la ligne des volcans, des 8 volcans là. Avec au sommet, au point Sabinho. L'année suivante, en 1911, on pose les bornes. Nous avons les documents de 1911, octobre 1911, où on a posé les bornes sur le terrain. Ce document est publié dans le livre. 22 bornes principales sur la frontière terrestre. Et puis on a fait des échanges des territoires qui étaient occupés. C'est en ce moment-là que nous avons récupéré l'île d'Udi, l'île Iwinsa et d'autres îles, et une partie d'île on a donné aux Allemands. Maintenant, ça c'est sur le plan des faits. En 2015-2017, on a refait les bornes frontières. Revenez avec la carte. Revenez au début. Donc, en 2015-2017, voilà, on a reconstruit les bornes de 2011. Parce que c'était fait avec les matériaux de l'époque. Vous voyez, en 1911, parfois c'était des amas de pierres construits qui ont disparu. Et souvent, il y a eu des incidents, soit là, c'était surtout l'armée rwandaise qui faisait des incursions sur notre territoire en estimant qu'ils sont toujours au Rwanda, etc. Alors les deux gouvernements ont essayé de faire les frontières. Alors ça, vous avez ça, c'est ce qu'on appelle les bornes frontières. Comment ça s'appelle? Ce sont des pyramides. C'était fait en 2017, 2015-2017. Alors vous avez par exemple là, borne frontière numéro 1, BF1. Ça c'est dans la ville de Goma, à la Grande Barrière, et qui sont alignées le long de la frontière terrestre. Il y en a 22 bornes principales,
Et on a mis aussi des bornes intermédiaires, etc. Donc, pour le moment, sur le plan technique, d'une manière générale, nous n'avons aucun conflit frontalier avec le Rwanda, dans les faits politiques. Le Rwanda n'a pas encore formulé de manière officielle une quelconque revendication territoriale en prétendant qu'il aurait des territoires du Rwanda au Congo. Il en est de même de notre pays qui n'a jamais élevé une quelconque revendication en prétendant que la RDC aurait des territoires Rwanda. Sur le plan du droit international, la situation est également claire, contestable. Sans parler des règles de droit international en général, dans le cadre des Nations Unies, nous avons la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités, qui dit très clairement, dans une de ses dispositions, qu'on ne peut pas toucher au traité des frontières, surtout en cas de succession d'États. C'est un principe bien établi. Sur le plan, pour rentrer chez nous en Afrique, on a créé l'OUA en 1963. Et l'année suivante, premier sommet de l'OUA, c'était au Caire, en Égypte. Les États africains sont arrivés là. Ils ont réglé le problème des frontières entre États africains. Parce qu'il y avait déjà des conflits un peu partout. Le Maroc contestait l'indépendance de la Mauritanie, réclamait la Mauritanie faisant de son territoire, etc. Ils ont déclaré, pris une résolution historique sur l'intangibilité des frontières entre États africains hérités de la colonisation. C'était le 21 juillet 1964. Donc, tous les États africains, tous, sans distinction, la RDC, l'Ouganda, le Burundi, la Zambie et le Rwanda, nous avons tous accepté cette règle-là. On ne touche pas aux frontières héritées de la colonisation. En 2000, on crée l'Union africaine à Lomé, le 11 juillet 2000. 36 ans après, donc, les États africains, cette fois-ci, disent ce que nous avions dit et décidé au Caire, il faut le mettre maintenant dans un traité. Ça doit devenir maintenant une règle conventionnelle. C'est clair. Ça ne doit pas être une résolution. Maintenant, on met dans le traité. Et à l'article 4, vous pouvez lire, il y a deux, bien, tous les États africains, encore une fois, 36 ans après, RDC, Congo-Brazzaville, Gabon, Cameroun, Rwanda, Burundi, Ouganda, etc., disent on ne touche pas aux frontières entre nous héritées de la colonisation. Donc l'intangibilité des frontières et de la colonisation. Ça, nous sommes en 2000. Récemment, en 2018, revenez un peu aux bornes. Fais marche arrière. Récemment, voilà. Je vous ai dit qu'on a reconstruit toutes les bornes frontières, les 22 bornes principales, on a ajouté des bornes intermédiaires, les 22, entre RDC et le Rwanda. On a reconstruit, suivant les normes modernes. Quand les techniciens ont construit ces bornes, avec des techniciens de deux pays, qui ont travaillé ensemble, pour retrouver le tracé de la frontière de 1910, ils ont heureusement retrouvé là où on avait placé les bornes qui avaient disparu. On a reconstruit toutes les bornes. Les techniciens ont fait le travail et ils ont remis ça au gouvernement, rwandais et congolais. Maintenant, les deux gouvernements devaient accepter ces bornes, les recevoir, pour dire que ces bornes se trouvent bel et bien sur la frontière internationalement reconnue entre nos deux pays. Au nord de cette frontière, c'est la RDC, et au sud, c'est le Rwanda, et les bornes sont là pour séparer. Et j'ai retrouvé le document qui était signé à l'époque, il est dans le livre. Alors les deux gouvernements, représentés pour la RDC par le ministre
Mova-Sakani. Et du côté du Rwanda, par le ministre de la Défense, permettez-moi de citer son nom, c'était James Sakabarebe, qui a signé ce document pour le compte du Rwanda, pour dire que, bien, sur cette frontière, qui sépare notre territoire, la RDC n'a rien à réclamer au Rwanda comme terre. Et bien entendu, la RDC aussi, le Rwanda n'a rien à réclamer à la RDC pour prétendre que j'ai des territoires, des terres à moi au Rwanda qui se trouvent au nord de cette frontière. Donc, sur le plan du droit international, la situation est claire. Intangibilité des frontières héritées de la colonisation, c'est une règle fondamentale de l'Union africaine, reconnue par tous les États, par la RDC et par le Rwanda. Donc ça, c'est sur la question du droit international. Peut-être qu'on reviendra tout à l'heure dans les questions si le sujet vous intéresse. Donc, pour moi, il n'y a pas de problème. S'il y a des revendications de qui que ce soit sur notre territoire, sachez que nous sommes armés, nous sommes prêts, nous avons tous les matériaux, nous avons ce que j'appelle les certificats d'enregistrement internationaux pour notre territoire, les titres de propriété internationale sur notre territoire. Ils sont tous dans ce livre. J'ai passé 10 ans de recherche, j'ai tout retrouvé dans les archives et c'est publié dans cet ouvrage. Donc nous sommes à l'aise. Pour terminer, je voulais dire un petit mot sur notre frontière avec l'Ouganda. Le traité qui délimite cette frontière entre nos deux pays date du 3 février 1915, signé par les Belges et les Anglais. 817 km. Qui part du mont Sabinyo, dessus là, qui descend, lac Édouard, qui continue, rivière Semiliki. La rivière Semiliki est là, vous voyez bien Semiliki, qui part du nord du lac Édouard, et Semiliki qui vient se jeter au sud du lac Albert, qui est là, au sud, se jette là, qui court dans le sens du sud vers le nord. Et après ce lac, il y a un bout de frontière terrestre qui va jusque vers Aru. Sur cette frontière, il n'y a pas beaucoup de bornes qui ont été plantées à l'époque. 800 km, on n'a pas plus de 100 bornes. C'est ce qui crée beaucoup de difficultés. Nous avons des divergences avec notre voisin sur le delta. Donc vous voyez ici, quand Semiliki se jette dans le lac Albert, il se divise en plusieurs branches. Il forme un delta, un peu comme ce que nous avons vu avec la Ruzizi. Il se jette là, et en face, il y a la presqu'île de Rukwanzi où il y a des problèmes, justement. À cause des marécages, des mouvements des différentes branches de la rivière Semiliki, la détermination de la frontière à cet endroit est compliquée. Et on n'a pas réglé ce problème par les Belges et les Anglais à l'époque coloniale. Et donc, il faut que les deux gouvernements règlent cette question et qu'on règle aussi la question de Rukwanzi. Il faut, à mon avis, revoir cette frontière, pas pour la délimitation, mais pour aller poser les bornes là où on n'avait pas posé les bornes. Par exemple, en 2017, au nord du lac Tanganyika, disons du lac Albert, au nord, vers Aru, Touri, il y a un marché là-bas qu'on appelle le marché Kampala-Kinshasa, vers Aru. On s'est disputé un terrain entre les deux pays. Bon. Finalement, on a fait la délimitation sur 28 km, on a posé les bornes. Et quand nous avons amené nos titres de propriété, et l'Ouganda aussi, eh bien, l'Ouganda qui réclamait ce terrain, qui est à la frontière, l'Ouganda lui-même a reconnu, oui, ce terrain ici, c'est du côté du Congo, c'est votre terrain, bon, il faut abandonner. Voilà, ce sont des pragmatiques. Et donc, ça, on peut terminer avec cet exposé général pour dire que nous n'avons pas de gros problèmes avec l'Ouganda, sauf qu'il y a la presqu'île de Rukwanzi qu'il faut remettre sur la table pour éviter
des divergences dans cette zone où il y a du pétrole, où il y a des intérêts géopolitiques, géostratégiques, géoéconomiques importants. Et donc, il faut que les deux gouvernements règlent ce problème par la voie des négociations. Voilà ce que je peux vous dire. Voilà, merci professeur de votre présentation. Le livre compte 920 pages. On ne saurait les résumer en 30 minutes, mais ce soir, nous avons voulu faire ces rappels historiques, ces rappels juridiques pour vous montrer qu'en réalité, ceux qui veulent parler des frontières aujourd'hui n'ont pas lu l'histoire et ne l'ont pas compris surtout. On va commencer cette série de questions. Nous avons 20 minutes. Je souhaiterais que les questions qui seront orientées vers le professeur portent sur l'ouvrage et la présentation qu'il a faite, parce qu'il y a un besoin de pédagogie pour une meilleure compréhension de l'un ou l'autre aspect, et nous pourrons évidemment ramasser rapidement s'il y a 2, 3 questions d'actualité. On va commencer avec M. Éric Izamé. Merci, professeur. Merci, Excellence, Monsieur le Ministre. On ne devient pas professeur qui veut. Félicitations, vous êtes intelligent. Et dans cet auditoire, nous avions suivi. Mais mon souhait serait que vous puissiez faire ces mêmes exposés dans d'autres instances aussi. J'imagine les Nations Unies, à Genève, à Paris, etc. Et puis, je voudrais savoir si les livres, 920 pages, qui n'est pas rien à lire, hein, si c'est déjà sur le net, ça peut peut-être faciliter aussi la propagation de tout ce qu'il y a comme contenu. Au ministre Mouyaya, je voudrais aussi rester dans l'actualité. Le président Macron va arriver chez nous le 4 mars. Quelles sont les attentes du gouvernement congolais quand on sait que sur le terrain, il y a quand même un sentiment anti-français qui émerge jour après jour? Merci. Merci. Alors, c'était un commentaire que vous aviez fait sur l'ouvrage du professeur. On ne fera pas la promotion du livre, du livre ici, mais il y aura des références qui vous seront données, qui pourront permettre de communiquer dessus et de voir comment en acquérir. Peut-être que lui-même en dira un mot le moment venu. Alors, sur votre question sur le président Macron, je pense que personne mieux que le président de la République dans les conditions actuelles porte les revendications de Congolais. Et il y a une bonne chose dans ce que le président Macron compte faire, c'est qu'il compte venir à Kinshasa. Et à Kinshasa, on va l'accueillir tel que nous sommes, un pays démocratique où lorsqu'il y a des opinions divergentes, les opinions s'expriment. C'est dans ces cadres qu'il faut situer. J'ai vu qu'il y avait des manifestations ce matin et pas seulement. Vous avez suivi le ministre Lutundula, intervenant après la sortie du président Macron pour dire que le mot que le président Macron a sorti en répondant à la question de votre confrère de Sakweno n'ont pas été suffisants. Évidemment, il est revenu sur ce que le professeur a dit tout à l'heure, l'intangibilité des frontières de la République démocratique du Congo, mais l'opinion congolaise veut que sur cette question de la sécurité, qu'il soit plus clair. Il n'y a pas de place pour l'ambiguïté, le mal est connu, il faut le nommer par son nom. Après, il y a la diplomatie, parce que la France, depuis le début, essaie de proposer de faire des bons offices. Et il semble que lorsque vous faites des bons offices, il ne faut pas épingler l'une ou l'autre partie. Mais ce n'est pas ça que l'opinion congolaise attend. L'opinion congolaise attend de la France un engagement clair pour le retour de la paix, condamner le Rwanda et prendre des mesures contre le Rwanda pour que le Rwanda cesse d'agresser la République démocratique du Congo. C'est bien clair, ça c'est l'agenda congolais au point de vue de la situation sécuritaire. Le président Macron vient en RDC avec une délégation de plus de 152 personnes, notamment deux hommes d'affaires, y compris Xavier Niel, qui est la deuxième fortune de France. Parce que, au-delà des aspects sécuritaires, en République démocratique du Congo, deuxième plus grand pays d'Afrique, aux ressources qui sont celles qu'elles sont, on ne peut pas ne pas parler d'économie. Et donc, il y a un forum économique qui est prévu
et qui comprendra et qui connaîtra la participation des 2 commissaires européens. Parce que cette visite, elle est stratégique pour nous, mais elle est beaucoup plus stratégique pour la France, parce que vous avez suivi que le président Macron a plus ou moins dressé la ligne de ce qu'il doit faire, et en République démocratique du Congo, c'est les pays principaux en Afrique centrale, et je pense que c'est ça qu'il viendra dire ici de manière claire. Troisièmement, il y a évidemment des aspects culturels, parce que vous savez que la place de Paris est une place qui est très prisée par nos artistes, à la fois peintres, à la fois musiciens. Il est question de voir aussi ce que nous pouvons explorer dans ces registres-là. Et donc, la visite du président Macron, qui est une visite d'État, pratiquement la première, où nous avons un chef d'État d'un gouvernement étranger qui vient et qui va rester presque à 24 heures en RDC, alors que dans les autres pays, il passera des demi-journées. Donc, l'étape de la RDC est une étape cruciale de cette visite. Nous voulons, nous, avant d'aborder évidemment des sujets de développement, des sujets qui nous tiennent avec les hommes d'affaires qui l'amènent, nous voulons que la France clarifie sa position avec des mots clairs, parce que c'est eux qui sont les premiers élocuteurs de la langue française. Nous ne voulons pas des discours ambigus. On veut un engagement clair pour le retour de la paix dans l'Est, et les autres questions pourront être abordées dans la plus grande sérénité. Et ici, il faut éviter alors d'aller dans un piège. Le fait que le président Macron vienne, il faut considérer que c'est une opportunité. Il a dit lui-même, et je terminerai par là, lorsqu'il répondait à la question de Lusakweno, qu'il est comme dans un match, dans ses propos liminaires, qu'il est comme dans un match. La phase aller s'est jouée en France, à Paris, et il y a une phase retour. Peut-être il n'a pas voulu tout épuiser de ce qu'il dira aux Congolais. Attendons le voir vendredi ou samedi, ce qu'il dira au terme de sa réunion avec le président de la République, et assurez-vous que le président de la République portera le message de manière claire et sans ambiguïté. Voilà. Merci. Prochaine question, Richard Chako. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Professeur, merci beaucoup pour votre exposé magistral. Je suis surpris agréablement, s'il faut le dire, parce que vous dites qu'il n'y a pas un problème de frontières entre la RDC et les Rwandais actuellement. Et vous avez évoqué le principe sacro-saint de respect de l'intangibilité des frontières et de la colonisation. Alors, je voulais savoir qu'est-ce qui justifie aujourd'hui, selon vous, parce que vous êtes chercheur, vous avez fait des recherches, la guerre que mène le Rwanda contre la RDC, et au regard de toutes ces déclarations qu'on entend des officiels rwandais qui disent que au niveau de Berlin, il y a eu un mauvais... on n'a pas respecté plutôt le partage des frontières. Voilà pourquoi le Rwanda veut récupérer ses frontières, surtout dans la partie du Grand Nord. Et aussi, cette déclaration faite dernièrement, il y a plusieurs années, par le président Sarkozy, quand il était ici, quand il a dit que les richesses du Congo sont un peu trop grandes, il faudrait aussi chercher à les partager avec d'autres pays. Merci beaucoup, professeur. Allez-y, professeur. Oui. Merci, monsieur Chako, pour votre question. Je crois que le ministre a un narratif très percutant. Il le répète souvent. Je suis d'accord avec lui sur les raisons de la guerre que le Rwanda nous mène. Je ne vais pas faire d'autres commentaires là-dessus. Je pense que le gouvernement communique très bien sur le sujet, la presse. Je ne vais pas en rajouter. Mais je vais rester sur le plan technique, s'agissant de la frontière. Monsieur Richard, je suis formel. Parce que j'ai fait ce que Cheikh Anta Diop, le savant sénégalais, Cheikh Anta Diop, conseillait nous, les intellectuels africains, en disant que nous devons aller chercher la vérité directe, au lieu de passer par des intermédiaires. J'ai voulu savoir qu'est-ce qui s'est passé à Berlin. J'ai lu les documents, tous les documents qui étaient ici, les discours. On n'a pas abordé les questions des frontières. Les amis rwandais, le président nous a dit que ce sont nos frères, nos sœurs, ses ennemis. Les amis rwandais qui tiennent ces propos, c'est par ignorance. Parce qu'à Berlin, on n'a pas du tout abordé les questions des frontières.
Vous pouvez lire les 38 articles du traité de Berlin qui sont dans cet article. On n'en parle pas. Et puis, on ne pouvait pas faire la frontière avec le Rwanda parce que personne ne connaissait le Rwanda à Berlin. Le premier Européen est arrivé 10 ans après Berlin, au Rwanda. Je voudrais souligner à ce sujet, M. Richard, je demande aux amis rwandais de consulter les documents. Eh bien, les Allemands étaient intransigeants. Les Allemands étaient intransigeants. Ils ne voulaient pas qu'on touche à l'intégrité territoriale du royaume de Rwanda. Les documents sont là, les Belges ont écrit, les Allemands ont écrit, pour déterminer, et c'était le débat là à Bruxelles, hein, où se trouvent les frontières historiques du royaume du Rwanda. Et les documents sont là. On a indiqué que le roi du Rwanda, Yoweri Musinga, qui était au pouvoir à l'époque, il avait autorité jusqu'à tel endroit, tel endroit. Les communautés Tutsi arrivaient à tel endroit. Il avait l'influence à tel endroit, pas là-bas. Et c'est au nom de ce principe-là que nous avons récupéré l'île d'Idui, où le roi Yoweri Musinga n'avait aucune influence. Donc, Idui ne faisait pas partie du royaume du Rwanda. Et donc, les Belges ont dit, bon, puisque c'est ça le principe, nous récupérons l'île d'Idui, qui nous appartient, qui est au Congo, etc. Donc, les plus grands défenseurs acharnés, intransigeants, c'était les Allemands pour protéger l'intégrité territoriale du royaume du Rwanda. Et les frontières qui ont été tracées, ces frontières épousent justement les limites historiques du royaume du Rwanda. Parce qu'on estimait que c'était un petit territoire, un très petit territoire, un royaume, c'est déjà. On ne peut pas faire ce qu'ils ont fait ailleurs avec les ethnies, comme ce qu'ils ont fait ici chez nous, dans la boucle de Dilolo avec le chef Mwatayan. La frontière est passée par là. C'est ainsi que nous avons les Lunda en Angola aujourd'hui et puis les Lunda au Congo. C'était en 1927 que ça est arrivé, on a échangé les territoires. Ils ont dit que ça, c'était des fautes graves qu'ils nous ont fait. Mais on ne peut pas commettre la même erreur sur cette frontière avec le Rwanda. Il faut respecter l'intégrité. Donc, s'il y a certains amis rwandais qui pensent qu'il y a des terres rwandaises au Congo, ils vont nous dire il s'agit de quelles terres? Parce que l'Allemagne a tout fait pour que tout ce qui appartient au Rwanda sur le plan territorial reste en Allemagne. Et les documents sont là. Au mois d'août, je termine par là, 1910, le ministre des Affaires étrangères belge de l'époque, Julien d'Avignon, se présente devant le Parlement belge pour demander au Parlement belge de ratifier la convention, de voter la loi pour ratifier la convention que les deux pays, l'Allemagne et la Belgique, venaient de signer pour tracer cette frontière-là. Qu'est-ce que Julien d'Avignon dit devant le Parlement belge? Il dit voilà, on a défendu une thèse depuis l'État indépendant du Congo, du roi, mais c'était indéfendable. On devait respecter l'intégrité territoriale du royaume du Rwanda, respecter l'unité politique de ce royaume. On ne va pas mettre une frontière au milieu du territoire d'un royaume occupé. Donc, on doit préserver tout ce qui appartient au Rwanda, déjà qu'il y a un petit territoire. On ne prend aucun morceau de territoire du Rwanda pour mettre dans le Congo. Et c'est sur cette base, justement, qu'on a conclu ce traité que le Parlement belge a ratifié. Donc, je pense que nous sommes prêts, sur le plan intellectuel et technique, si nos amis rwandais soulevaient cette question. Je vous assure qu'ils vont déclencher une bataille intellectuelle, juridique, et une bataille par laquelle ils seront battus à plate couture. Donc, voilà. Il ne faut pas qu'ils ouvrent ça, ce débat-là. Merci. Alors, les raisons de la guerre sont économiques. D'ailleurs, dans le cadre de cet exercice, vous avez vu qu'aujourd'hui, nous recourons à l'expertise du professeur Tshubangou Kalala. Nous travaillerons avec d'autres experts et nous vous ferons la démonstration que cette guerre n'a pour seul objectif que de faire la mainmise sur les ressources minières de cette partie de l'Est de la République démocratique du Congo. On va prendre les questions qui suivent en série parce que nous devons faire une économie de temps. On va commencer par Madame Rachel Kitita, José Babia, Jordan Maenikini et on va terminer avec Tchèque Boukassa. Désolé, il y a beaucoup de points, professeur. Peut-être faudra-t-il organiser de conférences plus élaborées pour aller dans les détails du sujet. Oui, Madame Rachel Kitita.
Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Livre très intéressant du professeur Tshibangou Kalala. Une petite question simple à vous, professeur. Plusieurs mécanismes pour vendre l'ouvrage, mais est-ce que vous avez pensé, par exemple, à une réalisation documentaire, par exemple, un mini-documentaire ou un film pour vendre cet ouvrage et que tous les Congolais puissent le lire, peut-être aussi dans les langues nationales. Au porte-parole du gouvernement, le président de la République, du haut de la tribune des Nations Unies aux droits de l'homme, a demandé au HCR d'organiser une tripartite Rwanda-RDC-HCR pour examiner la question du rapatriement des Rwandais vivant sur le sol congolais, réfugiés. On en compte combien, si vous avez une estimation? Une dernière question, c'est en rapport avec le président français Emmanuel Macron. On l'a suivi depuis l'Élysée. Il donnait les grandes lignes, plus ou moins, des relations, des nouvelles relations que la France veut entretenir avec les pays africains, notamment la RDC. Un programme très alléchant, mais pour certains, ça paraît comme de la poudre aux yeux, puisque si le président Macron dit que la France n'a pas imposé sa loi ou sa vision de la politique, etc., économique en Afrique, il faut plutôt aider les pays à se développer. Si hier, la France qui a accompagné les États africains, ces États ne sont pas développés, est-ce qu'aujourd'hui, avec cette nouvelle formule que propose le président Macron, vous pensez que les pays africains seront développés? La question, c'est, pour certains, ça paraît comme de la poudre aux yeux. Est-ce que ce n'est pas un discours séducteur, justement, pour préparer le terrain sur lequel il arrive déjà dans quelques heures? Merci. On va prendre la question de José Babia. Merci, Monsieur le Ministre, pour la parole. Professeur Tshibangou, nous avons tous suivi votre exposé. Aujourd'hui, nous sommes dans un contexte où un État veut à tout prix revendiquer une portion des terres d'un autre État. Comment est-ce que les droits internationaux règlent ces genres de questions des frontières? Merci. Merci. Jordan Wayenikini. Merci, professeur, pour ces très beaux livres. Alors, ma première question, j'aimerais savoir, est-ce qu'à l'heure actuelle, au moment où nous parlons, on doit dire que la superficie de la RDC est toujours de 2 345 000 km². Il n'y a-t-il pas des endroits de la RDC qui nous ont été croqués par d'autres pays frontaliers à la RDC? J'ai fait allusion par exemple à Kaemba, ces territoires des Kwilu frontaliers avec l'Angola. Et puis, la deuxième question, vous avez dit que dans les faits, nous n'avons aucun conflit frontalier avec le Rwanda. Alors, j'aimerais savoir, il y a d'autres concepts qui existent au Congo. J'aimerais savoir les concepts congolais rwandophones. Qu'est-ce que cela veut dire exactement? Quand est-ce que ces concepts a vu les jours? Voilà, merci. Merci. Tchak Boukassa. Merci, Monsieur le Ministre. Ma question, je vous l'adresse. En revisitant la loi des finances 2023, les crédits alloués à l'opération de démarcation va jusqu'à près d'1 million de dollars. Pourtant, d'après les techniciens en la matière de démarcation, donc en la matière, la démarcation d'1 kilomètre de frontière équivaut à plus ou moins 10 000 dollars. Or, ce secteur bénéficie seulement d'un crédit de 1 million pour régler une situation de 11 frontières. Comment est-ce que le gouvernement pense régler cette question avec seulement 1 million de dollars? Et pour mieux sécuriser nos frontières, elles doivent être bornées. À ce jour, il n'y a que 35% des frontières démarquées. Quels sont les efforts fournis par le gouvernement sur cette question depuis la fin de la colonisation? Merci, Tchek Boukassa, pour votre question. On va donner la parole au professeur et moi, je réagirai à la fin pour à la fois répondre aux préoccupations qui me concernent et conclure cet exercice. Professeur, vous avez la parole pour les questions qui vous ont été destinées. Merci, Monsieur le Ministre. Pour Madame Rachel, j'en profite pour répondre à la question qui avait été soulevée par le premier intervenant. Bon, ça me gêne un peu de faire un peu la pub de mon livre, en profitant
d'une activité solennelle du gouvernement. Mais j'aimerais vous concevoir dans les couloirs tout à l'heure. Je suis ouvert aux propositions que vous allez me faire pour voir comment assurer une large diffusion de l'ouvrage. On va en parler en aparté. Bien. Monsieur Babia, vous dites qu'il y a un pays qui tient coûte que coûte et qui revendique le territoire de notre pays, une partie, et comment le droit international règle le problème. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Le droit international est stable. Les règles sont bien connues, bien établies en droit international, qui n'appellent aucune discussion. C'est l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation, si nous restons dans le contexte africain. Mais elle est aussi dans le monde. On ne touche pas aux traités qui ont fixé des frontières ou qui ont fixé le statut territorial de vastes domaines. On ne touche pas ça. C'est au nom d'ailleurs de ces règles de droit international bien établies que la communauté internationale, vous avez suivi le vote au niveau de l'Assemblée générale des Nations unies par rapport à la présence des troupes russes sur les territoires de l'Ukraine. Donc, c'est écrit. Le droit international est clair à ce sujet. Alors maintenant, si un État ou deux États voisins veulent modifier leurs propres frontières, là, ça doit se faire par voie d'accord. Nous l'avons fait nous-mêmes avec la Zambie, parce qu'on avait un désaccord sur la frontière qui part du lac Tanganyika jusqu'au lac Mweru. Il y avait des divergences que les Belges et les Anglais n'avaient pas résolues. Le président Mobutu et le président Kaunda ont signé un traité ici même à Kinshasa le 18 septembre 1989 pour rectifier le tracé de cette frontière-là, pour corriger les problèmes qu'il y avait, régler le problème des divergences. Ça, le droit international permet qu'on puisse modifier des frontières par voie d'accord, par voie pacifique. Mais par la violence, non. La violence, non. Donc, si un pays voisin veut recourir à la violence pour venir occuper nos territoires, eh bien, nous avons une armée, nous avons notre peuple, eh bien, on va résister. Ça, c'est très clair. Ça va avoir d'agression. Je crois que, Monsieur le ministre, j'aimerais bien vous rappeler que nous sommes de la même promotion au Collège des hautes études de stratégie de défense, la promotion Mabunda. Bien sûr. Et nos formateurs nous ont appris. La promotion de la session spéciale. Oui, oui, c'est le président Tshisekedi qui est venu nous donner nos diplômes. Et dans cette école, on nous a appris la différence entre la mise en œuvre de l'armée et la mise en condition de l'armée. Tout à fait. Et donc, c'est ce que le président de la République est en train de faire maintenant. La mise en condition de notre armée. Avec $1,5 milliard sur 3 ans pour équiper, entraîner, armer, etc., pour que nous puissions avoir demain une armée digne de notre pays, une armée dissuasive. Ok, notre président l'a fait avant lui. La mise en condition. Et puis après, ça vient la mise en œuvre. Et donc, nous devons être prêts pour notre territoire avec une armée dissuasive, efficace. Si quelqu'un veut prendre un morceau de territoire par la violence, eh bien, il va affronter le feu du peuple congolais. Ça, c'est clair. Mais du côté du droit international, c'est clair, pas d'aventure dans ce domaine-là. Bon. La superficie, je vais demander, est-ce que notre superficie, c'est toujours 2 345 000, etc. Est-ce que Kahemba, on ne nous a pas arraché quelques kilomètres carrés de ce côté-là? Eh bien, je pense qu'on peut aller un peu plus loin, parce qu'il faut ajouter le territoire bleu. Nous avons 680 kilomètres de territoire bleu sur l'océan Atlantique. Cet espace-là, il faut l'incorporer au territoire terrestre. Donc, il faut aller un peu au-delà de 2 345 000, mais dans le sens positif. Mais le sens négatif, où on nous a arraché une partie du territoire, et vous avez cité le cas de Kahemba, non. Je voulais vous signaler ceci pour Kahemba, parce que vous avez parlé de Kahemba. Encore une fois, c'était une erreur. À cet endroit-là de Kahemba,
ce district avait été créé par Léopold II en 1890, ce qu'on appelait le Congo oriental. Et il y a des populations, des Tchokwe chez nous et des Tchokwe en Angola, à cet endroit-là. Ce sont des habitants, des paysans qui font de la chasse, de la pêche, de la cueillette, etc. Donc quand un Congolais se trouve en Angola, il n'a pas la conscience qu'il est en Angola, à cet endroit-là. Donc il y a eu une partie de notre population qui ont débordé sur la frontière et qui sont allés s'installer en Angola. C'est très important. Donc c'est ce qu'on avait dit à l'époque, on a vendu le territoire, notre pays à l'Angola, c'était faux. Ce sont les nôtres, en toute bonne foi, qui pensaient qu'ils étaient toujours en RDC, alors que dans le mouvement de déplacement, etc., ils étaient déjà en Angola. Et on a envoyé des experts, avec des GPS aujourd'hui de la taille d'un téléphone portable, qu'on a posé sur le parallèle de Noki. Si vous voyez au sud de notre pays, à un endroit comme si une ligne droite, c'est comme si on a tracé avec une latte. Hein. C'est le 5e parallèle, le parallèle de Noki, et c'est là où se trouve cette frontière. Et donc nous étions au sud de ce parallèle. Et puis on a demandé à nos populations de rentrer au nord. Donc nous n'avons rien perdu, on a respecté seulement le titre de propriété internationale, le traité que nous avons conclu avec l'Angola en 1891, et aménagé en 1894. Donc, nous n'avons rien perdu. Nous avons l'intégrité de notre territoire. Nous n'avons rien perdu jusqu'au moment où je vous parle. La question de rwandophone, qu'est-ce que cela signifie? Peut-être que, Monsieur le ministre, vous êtes mieux placé que moi d'en parler. Je préfère rester sur le terrain technique, scientifique. Je ne vais pas m'aventurer sur un terrain que je ne maîtrise pas. Merci. Voilà, je crois que sur cette question des rwandophones, on est peut-être tous tombés dans un piège, parce que lorsqu'on parle de rwandophones, parfois on fait du méli-mélo. Il y a des Tutsis, il y a des Hutus en République démocratique du Congo. Le concept a été créé dans une vague avec les soucis clairs de se dire, comme il y a quelqu'un qui se présente comme les défenseurs en chef sans mandat des communautés, dit, bon, j'ai réuni et j'assois ma domination sur toutes ces populations qui parlent le Kinyarwanda. Je souhaiterais que dorénavant, on parle de Hutu, on parle de Tutsi, comme on parle de Baluba, comme on parle de Bakongo. Je pense que ce serait plus clair dans ce sens-là. Alors, sur les questions de Madame Rachel Kitita, aujourd'hui, l'action diplomatique du président de la République qui porte des résultats est portée avec une stratégie intelligente et bien claire, qui vise notamment à démontrer à la face de la communauté internationale et de la communauté mondiale que le Rwanda utilise de faux prétextes pour envahir la République démocratique du Congo. Pour parler de la question des réfugiés, avant même que je n'entre dans les détails sur cette question des réfugiés, il faut peut-être rappeler au président rwandais que lui-même a vécu dans un camp de réfugiés. C'est dans un camp des réfugiés qu'il a passé toute sa jeunesse, qu'il a appris les métiers des armes. Je ne suis pas sûr que les traitements qu'il fait subir aux réfugiés congolais chez lui, c'est les traitements que lui aurait voulu subir lorsqu'il vivait dans un camp des réfugiés. C'est aussi de l'histoire. Vous pouvez les lire et avoir les détails. Aujourd'hui, je rappelle que lorsque nous avons commencé les rounds des négociations avec le Rwanda à Luanda en juillet 2022, la question du retour de réfugiés était une question qui était déjà étudiée. La question principale qu'il faut résoudre avant les questions subsidiaires, c'est la question de la guerre. Comment voulez-vous demander aux Congolais qui sont réfugiés au Rwanda, du fait des agissements rwandais, de revenir dans leur pays alors que le même Rwanda continue avec les mêmes agissements? Le principe de retour des réfugiés s'est fait sur une base volontaire. Vous allez demander à regagner les zones où vous sémez la terreur. Il y a quand même une question de logique qui guide les Rwandais dans cette question. Alors, l'autre préoccupation, il faut savoir qu'il y a plus de réfugiés rwandais au Congo que des réfugiés congolais au Rwanda.
il y a à peu près 76 ou 77 000 réfugiés congolais qui sont répertoriés, qui sont identifiés, parce qu'il y a une commission nationale des réfugiés, comme on a une commission permanente de frontières qui traite quotidiennement du sujet, et il y a à peu près 200 000 ou à peu près au moins 200 000 réfugiés rwandais qui sont enregistrés ici. Pour ce qui nous concerne, le président de la République a rencontré justement Antonio Guterres et Philippe Augrandi qui dirigent les HCR. Il faut rappeler que Guterres lui-même avait dirigé les HCR à un moment pour dire, écoutez, nous nous sommes disposés. Mais le retour doit se faire sur la base d'un travail tripartite qui doit se faire avec les HCR. Aux dernières nouvelles reçues de notre Commission nationale de réfugiés, les Rwandais ne se sont pas présentés parce que les documents sont clairs. Ce n'est qu'après cette étape tripartite que nous, pour ce qui concerne ceux qui veulent revenir, on va impliquer les autorités locales. Parce que nous avons toujours nos racines. Même si vous êtes parti il y a 10 ans, il y a 5 ans, il y a toujours un oncle, il y a toujours un cousin, il y a toujours les notabilités qui savent. Comme ça, dans un processus transparent, on évitera de tomber dans son piège parce que le connaissant, il y a évidemment une volonté d'infiltrer des gens derrière ces réfugiés, mais le processus et le choix que nous avons fait, c'est de le faire de manière transparente avec les hauts commissariats des Nations Unies pour les réfugiés. Et donc, sur cette question, je suis sûr que nous y reviendrons où on pourra vous fournir tous les détails nécessaires parce qu'il est question que nous-mêmes, nous puissions bien comprendre ces prétextes qui n'en est pas un. Il n'a qu'à mettre fin à la guerre, comme ça, les Congolais pourront aisément revenir chez eux. Alors, vous avez parlé de la question du président Macron. Écoutez, ça fait très longtemps que nous, on a compris que le Congo ne se développera pas par l'aide. Alors, il faut que nous-mêmes, nous réglions ces problèmes mentaux à penser que c'est les autres qui vont venir faire les développements à notre place. Le président Macron est d'abord le président de la République française. Il travaille à préserver les intérêts de la France et à la République démocratique du Congo, la France a des intérêts qui ne sont pas seulement la langue, mais qui sont aussi les opportunités qu'offre notre pays. Et aujourd'hui, sous la direction du président de la République, nous sommes dans des discussions totalement décomplexées. Nous sommes dans des rapports gagnant-gagnant et des rapports où on ne doit pas recevoir justement des instructions parce que c'est cette image de la France qui énerve de voir une toute-puissance qui rappelle les années des colonisations. Un pays vient dicter aux autres ce que les autres doivent faire. Non. Nous connaissons ce que nous devons faire pour développer notre pays. Nous avons besoin, pour développer notre pays, d'entrer en collaboration, en affaires avec les autres pays. Et d'ailleurs, l'aide qui est donnée par l'AFD, je pense que si ma mémoire est bonne, l'enveloppe pour cette année, c'est 240 millions d'euros. C'est beaucoup, mais c'est peu par rapport aux besoins du Congo. Mais lorsque le président Macron vient avec beaucoup d'entrepreneurs, de patrons du CAC 40, là, c'est une opportunité. Parce qu'aujourd'hui, il y a 50 000 kilomètres de routes à construire. Si des hommes d'affaires français se disent, voilà, on va travailler dans ces secteurs en République démocratique du Congo, ce sera une opportunité pour nous d'encaisser tout cet argent, construire les infrastructures et une opportunité pour eux parce qu'ils seront remboursés. Et donc aujourd'hui, nous regardons la visite du président Macron comme un partenaire économique qui vient, avec lequel on doit voir comment nous faisons du business gagnant-gagnant parce que c'est prouvé que l'aide ne nous développera pas. Alors, sur la question de Tchèque Boukassa, sur la loi des finances 2023, j'avoue que vous êtes allé très loin, c'est très bien. Je n'ai pas le budget avec moi, je ne saurais pas m'hasarder à faire un débat chiffré sur vous, mais il faut considérer qu'il existe une commission permanente de frontières et que chaque fois que des besoins, par exemple récemment, il y avait un petit conflit frontalier avec la Zambie, je pense à Muliro, il y a toujours les professeurs Nguyandil et ses équipes qui s'en chargent. Sur la question, par exemple, du plateau continental, je veux reposer la question à mon collègue du budget des finances pour savoir ce qui est accordé comme rubrique à ces points qui est abondamment, éminemment important. Sinon, nous ne ferions pas ces briefings et à l'occasion, on pourra faire le point de tout ce qu'il y a comme construction qui doivent être faites des bandes frontières pour s'assurer que notre pays, ses frontières, tout au moins, sont bien démarquées et que par la suite, comme le professeur l'a dit, et c'est le travail que le président de la République fait, faire la montée en puissance de nos forces armées parce que c'est eux qui doivent assurer la défense de notre territoire. Professeur, on va terminer cet exercice très intéressant parce que
le gouverneur Ndima dans le Nord Kivu a demandé un bouquin. Je suis sûr que beaucoup d'intellectuels voudraient en avoir. Je vous donne quelques mots pour terminer et que par la suite, on trouvera d'autres créneaux qui pourront permettre aux Congolais de creuser davantage ces documents de 920 pages. Oui. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Juste quelques détails pour compléter ce que vous avez dit. Sur la question de rwandophone, je vous donne une information, mais pour nourrir votre réflexion. Au mois d'octobre 1911, j'ai dit 1911, il y a plus d'un siècle maintenant, plus de 120 ans, lorsque on se met d'accord sur le tracé de la frontière terrestre, là où nous avons des problèmes, 2023, il fallait envoyer les techniciens, les géomètres, les topographes et autres, pour aller maintenant poser les bornes. Après avoir posé les bornes, il fallait maintenant expliquer aux populations locales pour leur dire la nouvelle frontière entre l'Allemagne et la Belgique, donc aujourd'hui entre le Rwanda et la RDC, passe par ici. Voici les bornes. La nouvelle frontière est là. Et que ceux qui sont au nord de cette frontière sont en RDC, au sud sont au Rwanda. Et on a abordé la question des populations locales qui étaient là. Qu'est-ce qu'on fait avec ces populations? On a donné un délai de 6 mois aux populations qui habitaient le long de cette frontière, dans la zone frontalière, pour que ces populations choisissent en toute liberté. Est-ce que vous voulez rester sous l'autorité de l'Allemagne, du roi Yui Musinga, en chef, ou bien vous voulez rester sous l'autorité de la Belgique et donc rester au Congo belge, sujet belge. Les populations devaient choisir pendant 6 mois. Eh bien, il y a des populations qui ont choisi d'aller au Rwanda. Nous, on ne veut pas être des Congolais. Mais il y a eu des populations, surtout des Hutus, qui ont dit, nous, on ne va pas chez les Allemands, ils sont en train de fouetter les gens là-bas. Ils demandent des impôts, nous, nous nous sentons bien ici au Congo, sous l'autorité de la Belgique, et donc nous voulons rester des Congolais. Nous sommes en novembre 1911, surtout des populations Hutus. Alors, on va dire que ce sont des Congolais, ce sont des Rwandais, ce sont des rwandophones, comme le ministre l'a dit, et le ministre a parfaitement raison. Le terme rwandophone, il faut arrêter ce terme-là. Voilà. Ou ce sont des Hutus, ou ce sont des Baoundés, ou ce sont les Nandais, ou ce sont les Barouba. C'est ce qu'il faut. Le concept rwandophone n'a aucun sens. Donc, il n'y a pas une langue qu'on appelle la langue rwandophonie, ou c'est pas rwandophone, etc. Et donc, voilà, pour le choix en ce qui concerne les personnes, je suis d'accord avec Monsieur le ministre sur ce sujet. Pour la démarcation, Monsieur Boukassa, la démarcation, c'est la clé pour la protection de frontières. Nous avons parlé du cas de Kayemba. Sur cette frontière avec l'Angola, entre les bornes, c'est 10 km. Vous avez une borne ici, il faut compter 10 km pour trouver une autre borne. Mais entre les deux 10 km là, les gens n'ont pas conscience qu'ils traversent une frontière. D'accord. Voyez-vous, ce qui est arrivé à Kayemba. Donc, et sur presque 600-700 km, vous avez comme ça 10 km, 10 km. Donc la solution, c'est de mettre les bornes partout. Je vous ai parlé du Soudan du Sud. 787 km, il n'y a pas une borne. Depuis l'époque de l'État indépendant du Congo ou de la conférence de Berlin. Une frontière terrestre, Monsieur le ministre, il n'y a aucune borne. Il y a les Mbororo qui traversent là-bas, il y a des contrebandiers dans le parc de la Garamba qui viennent. Mais ces gens-là, ils n'ont pas conscience qu'ils sont déjà au Congo. Pour eux, ils peuvent penser qu'ils sont toujours au Soudan du Sud. Voyez-vous? Et donc, il faut faire ce travail. Ça coûte, mais il faut budgétiser. Faire les choses. Ça coûte cher, c'est vrai. Mais pour quelqu'un qui veut clôturer sa parcelle, on ne peut pas dire... Pour quelqu'un qui veut clôturer sa parcelle, sa propriété pour être en sécurité, il ne peut pas dire que c'est trop cher. Ce sont des dépenses de souveraineté. Il faut programmer ça sur plusieurs années, faire monter notre diplomatie en puissance
convaincre les pays voisins pour qu'on fasse ce travail, parce que ça doit se faire de manière bilatérale, pour qu'on mette des bornes partout. Et c'est de cette manière que nous allons protéger nos frontières en faisant la démarcation. Voilà. Je vous remercie. On va terminer cet entretien. Merci à vous, professeur, de vous être prêté à l'exercice. Je rappelle que ce briefing est un briefing spécial où nous avons voulu faire un éclairage sur une question importante. Je pense que dans les jours qui viennent, nous recourons à des expertises, à des experts locaux pour pouvoir apporter la part de lumière. Le livre coûte $300 et le professeur pourra vous dire comment vous en procurer. Madame Kitita, professeur, merci beaucoup. Merci.